Dans un hôpital urbain où l'air sentait le désinfectant et l'espoir fragile, le couloir menant à l'unité de soins intensifs était baigné d'une lumière fluorescente impitoyable, d'un blanc si cru qu'il semblait effacer les couleurs de la vie. Les murs, peints d'un beige institutionnel, portaient des traces d'usure. Des éraflures là où des brancards avaient frôlé. Des affiches délavées rappelant les règles d'hygiène. Le tic-tac d'une vieille horloge murale, son boîtier en plastique jauni, scandait le temps, avec une monotonie oppressante, seul son régulier dans un silence parfois troué par le bourdonnement des moniteurs ou le claquement étouffé des portes automatiques. C'était une nuit d'hiver, l'air glacé s'infiltrant par les fenêtres mal isolées, faisant frissonner les rares âmes encore éveillées à 2h47 du matin. Séverin Delacroix était affalé sur un banc en métal, inconfortable, ses longues jambes repliées maladroitement, son costume Armani, d'un gris anthracite raffiné, était froissé, la veste ouverte révélant une chemise blanche tachée de café renversé lors d'une attente anxieuse. Ses cheveux châtains, habituellement impeccablement coiffés, retombaient en mèches désordonnées sur son front, et sa cravate en soie bleu marine, à moitié dénouée, pendait comme un drapeau en berne. À 42 ans, Séverin était le PDG d'une entreprise technologique cotée en bourse. Un homme habitué à commander des salles de conseil et à conclure des contrats à 8 chiffres. Mais ici, dans ce couloir stérile, il n'était qu'un père brisé, les coudes sur les genoux, le visage enfoui dans des mains aux ongles rongés, un tic nerveux qu'il n'avait jamais surmonté depuis l'enfance. Ses lunettes à monture fine glissaient sur son nez, et ses yeux, rougis par 3 nuits sans sommeil, trahissaient une lutte intérieure dévorante. Isadora Vane, 27 ans, achevait sa garde de nuit dans l'aile pédiatrique. Sa blouse bleu pâle, légèrement usée au poignet, portait son nom brodé en fil blanc sur la poche poitrine. Ses cheveux blonds, tirés en un chignon serré, laissaient échapper quelques mèches rebelles, collées à son front par la sueur d'une nuit chargée. Ses baskets blanches, usées mais impeccables, couinaient légèrement sur le linoléum ciré. Isadora avait grandi dans un quartier ouvrier, où les rêves coûtaient cher et les factures encore plus. Elle avait décroché son diplôme d'infirmière grâce à des bourses et des nuits d'études interminables, jonglant entre ses cours, un emploi à mi-temps dans un café et les soins à sa mère, Amarine, clouée à la maison par une arthrite rhumatoïde sévère. En tournant au coin du couloir, elle aperçut Séverin, seul, recroquevillé, un tableau de désespoir, qui lui serra le cœur. Elle avait vu tant de proches de patients dans ce couloir, mais quelque chose dans la solitude de cet homme, dans sa posture de géant terrassé, la fit s'arrêter. Elle hésita, son sac à dos en toile kaki, glissant légèrement de son épaule. Puis, avec une tendresse instinctive, elle fouilla dedans et en sortit une veste polaire grise, légèrement élimée mais douce, qu'elle gardait pour les nuits où l'hôpital semblait geler l'âme autant que le corps. Ses pas, prudents, évitaient de troubler le silence, ses baskets effleurant à peine le sol. Elle voulait poser la veste sur les épaules de Séverin, un geste simple, une offrande muette de réconfort. Mais alors que le tissu frôlait sa manche, il tressaillit, relevant la tête comme un animal surpris. Leurs regards se croisèrent, les siens, injectés de sang, bordés de cernes sombres, contre les siens, d'un vert clair, empreint d'une compassion sincère. Isadora retint son souffle, frappée par la vulnérabilité brute de cet homme, comme s'il se tenait au bord d'un précipice. « Avez-vous pleuré ?» demanda-t-elle. Sa voix à peine plus qu'un murmure, douce comme une brise d'été, mais si directe qu'elle sembla percer une armure invisible. Séverin cligna des yeux, déstabilisé. Une larme, solitaire, glissa sur sa joue mal rasée, suivie d'une autre. Sa respiration devint erratique. Puis, sans prévenir, un sanglot rauque déchira le silence. Il baissa la tête, ses larges épaules secouées par des pleurs profonds, ceux d'un homme qui avait enfoui sa douleur pendant des années. Isadora ne bougea pas. Elle resta là, une silhouette immobile dans la lumière crue, ses mains serrant la veste, offrant sa présence comme un refuge. Elle ne chercha pas à combler le vide avec des mots vides, consciente que ce moment appartenait à Séverin. Lorsque ses larmes s'apaisèrent, un silence lourd s'installa. Ses épaules, toujours voûtées, semblaient porter le poids d'une vie entière de regrets. Isadora s'assit à l'autre bout du banc, à une distance respectueuse, son sac posé à ses pieds, ses mains croisées sur ses genoux.
Le bourdonnement des machines et le grincement lointain d'un chariot de ménage ponctuaient l'atmosphère. Enfin, Séverin parla, sa voix éraillée, chaque mot semblant lui coûter. « Ma fille, Clémence, est là, dedans, » dit-il, ses yeux glissant vers les portes vitrées de l'unité de soins intensifs, où des lumières clignotaient doucement. Elle n'a que 3 ans de rire et de cheveux bouclés, et elle est dans le coma. Les médecins font des IRM, des analyses sanguines, mais personne ne peut me dire si elle va se réveiller. Ses mots étaient hachés, comme s'il luttait pour les articuler. Isadora tourna légèrement la tête, ses yeux verts fixés sur lui avec une intensité calme, un regard qui invitait sans forcer. Séverin prit une inspiration tremblante, ses doigts crispés sur ses cuisses, froissant le tissu de son pantalon. « Je n'étais pas là », murmura-t-il, si bas qu'elle dut tendre l'oreille. Elle s'est réveillée en pleine nuit. Elle me cherchait. Elle a grimpé l'escalier en colimaçon de notre maison, seule, dans le noir. J'étais au bureau, à 23h30, coincé dans une vidéoconférence avec Tokyo, à répondre à un courriel urgent. Sa voix se brisa, et il serra les dents, les mâchoires crispées. Elle voulait juste une histoire, une de ces histoires de princesse qu'elle adore, avec des châteaux et des dragons. Et moi, j'étais à des kilomètres, perdu dans des chiffres. Il s'affaissa, ses mains couvrant à nouveau son visage, ses ongles s'enfonçant dans sa peau. « Je lui ai tout donné », reprit-il, la voix teintée d'une amertume acide. Une maison avec vue sur le parc, des nounous bilingues, des jouets importés d'Europe, une école privée avec des professeurs triés sur le volet. Tout ce que l'argent peut acheter. Mais pas mon temps. Je croyais qu'en travaillant plus, en sécurisant son avenir, elle n'aurait besoin de rien. Un rire sec, presque un sanglot, échappa de ses lèvres. Quelle ironie. Ma femme, Héloïse, est morte il y a 2 ans, ajouta-t-il, ses yeux fixant un point invisible sur le linoléum. Un AVC foudroyant. On préparait des lasagnes. Elle riait à une blague stupide sur l'ail. Et puis, plus rien. En un instant, elle était partie. Isadora sentit son cœur se serrer, mais elle resta silencieuse, respectant le poids de son aveu. « J'ai tout fait pour tenir bon pour Clémence », poursuivit-il, sa voix vacillant comme une flamme dans le vent. « J'ai plongé dans le travail, enchaîné les acquisitions, les levées de fonds. Je pensais qu'en gardant l'entreprise à flot, je protégerais Clémence du manque. Mais elle sait ce que c'est que de manquer. Elle sait que je n'étais pas là. Pas vraiment. Pas comme un père devrait l'être. » Le silence revint, dense, chargé de regrets. Séverin releva les yeux, ses lunettes embuées par l'humidité de ses larmes. « Si elle ne se réveille pas, murmura-t-il, je ne me le pardonnerai jamais. Jamais. » Sa voix se fractura, un écho de désespoir brut. Isadora, toujours immobile, tendit la main et posa ses doigts sur son épaule. Un contact léger mais ferme, comme une ancre dans une mer déchaînée. Elle ne lui dit pas que ce n'était pas sa faute, ne lui demanda pas de cesser de se blâmer. Ces mots, elle le savait, seraient comme du vent sur une plaie ouverte. Au lieu de cela, elle lui offrit sa présence. Un silence empli de compréhension. Puis, après un long moment, elle parla, sa voix douce mais assurée, comme un phare dans la nuit. « Clémence est entre les meilleures mains, dit-elle. Le docteur Martinez, qui la suit, est un neurochirurgien de renom, et l'équipe ici ne lâche rien. Votre fille est une combattante, une petite étoile qui brille même dans l'obscurité. » Séverin hocha la tête, à peine, sa gorge trop nouée pour répondre. Isadora laissa sa main un instant de plus, puis la retira doucement. « Et vous êtes là maintenant, » ajouta-t-elle, ses yeux verts plongés dans les siens, pleins d'une chaleur qui apaisait. « C'est ce qui compte, ce qui fait toute la différence. » Il la regarda, vraiment, pour la première fois, et dans ses yeux, il ne vit ni jugement ni pitié, mais une confiance rare, une lueur qu'il n'avait pas connue depuis des années. « Reposez-vous, monsieur Delacroix, » murmura-t-elle, sa voix comme un baume. « Clémence aura besoin de vous lorsqu'elle ouvrira les yeux. Et elle les ouvrira, j'en suis certaine. » Séverin laissa échapper un souffle tremblant, un mélange d'épuisement et d'un espoir fragile. « Merci », souffla-t-il, sa voix à peine audible. Dans le bourdonnement du couloir, Isadora lui adressa un hochement de tête, ses cheveux blonds scintillant sous la lumière crue alors qu'elle se levait. « Je vérifierai son état dans 1 heure. »
promit-elle, sa voix se fondant dans le murmure de l'hôpital. Puis elle s'éloigna, ses baskets couinant doucement, laissant Séverin un peu moins brisé, un peu plus ancré dans ce monde qu'il avait cru perdu. Isadora vivait avec l'épuisement comme un compagnon de longue date, non pas celui qu'un lit pouvait apaiser, mais celui d'une responsabilité silencieuse, portée avec une grâce presque sacrée. Infirmière à temps plein dans cet hôpital tentaculaire, elle naviguait entre les urgences, les bips incessants des moniteurs et les familles en détresse. Mais au-delà de sa blouse, elle était une fille, une sœur, le pilier d'une famille modeste où chaque centime comptait. Chaque matin, à Sept 2, elle quittait l'hôpital, son badge encore accroché à sa poche, et traversait des rues où le gel craquait sous ses pas. Leur appartement, au 3e étage d'un immeuble des années 70, était niché dans un quartier où les lampadaires clignotaient et où les murs portaient des graffitis colorés. Les trottoirs fissurés menaient à des cours où des enfants jouaient au foot avec des ballons dégonflés, leur rire résonnant comme une mélodie d'espoir. En ouvrant la porte, elle trouvait Tamarine, sa mère, 58 ans, assise à la table de la cuisine, un coussin chauffant autour de ses genoux gonflés par l'arthrite. Ses cheveux gris, autrefois auburn, étaient tirés en une tresse lâche, et ses yeux, d'un bleu délavé, brillaient d'une résilience farouche. Isadora, épuisée, lui offrait un sourire, posait son sac et allumait la vieille bouilloire qui sifflait comme une locomotive. Le petit déjeuner était frugal, une bouillie d'avoine saupoudrée de cannelle, ou des restes de riz réchauffés avec un filet d'huile d'olive. Calixte, sa sœur de 10 ans, entrait en traînant des chaussons trop grands, ses cheveux châtains en bataille. Elle enlaçait Isadora, sa tête nichée contre son ventre, et lançait un flot de paroles sur un rêve de licorne, ou un épisode de son dessin animé préféré. Isadora préparait le déjeuner de Calixte dans une boîte en plastique rayé, glissant une pomme un peu flétrie, mais encore sucrée. Puis elle l'accompagnait à l'école, à 6 pâtés de maison. Parfois, elles enfourchaient la vieille bicyclette d'Isadora, un modèle rouillé des années 90, Calixte s'accrochant à sa taille, riant aux éclats quand elle dévalait une pente. D'autres jours, elle marchait, main dans la main, Calixte sautillant, pour éviter les fissures du trottoir. Isadora vérifiait toujours que sa sœur avait sa veste, ses lacets bien noués, un élastique dans les cheveux. L'épuisement pesait sur ses épaules, mais Calixte était sa boussole, son étoile polaire. De retour à l'appartement, elle administrait à Amarine ses anti-inflammatoires, rangeait la vaisselle de la veille, puis s'effondrait sur le canapé pour 3 heures de sommeil agité avant de repartir pour l'hôpital. Leur foyer, modeste, vibrait d'amour. Des dessins de Calixte scotchés au frigo, une tasse ébréchée proclamant « Sœur pour toujours » et l'odeur réconfortante d'un bouillon de poulet qu'Isadora préparait chaque semaine, mijoté avec des os, du céleri et une pincée de curcuma pour soulager les douleurs d'Amarine. À l'hôpital, Isadora était une figure discrète mais essentielle. Les médecins la consultaient pour son intuition aiguisée, les patients se souvenaient de son sourire, de sa façon de glisser un mot gentil entre 2 prises de tension. Elle connaissait leurs histoires. M. Alvarez, qui aimait le jazz des années 60, ou la petite Lila, qui demandait toujours un pansement avec des licornes. Un après-midi, quelques jours après sa rencontre avec Séverin, celui-ci arriva à 6h30, bien avant son horaire habituel. En passant devant le salon des patients, il l'aperçut, assise près d'une femme âgée, Madame Rosario, dont le fauteuil roulant grinçait légèrement. Enveloppée dans un châle tricoté main, ses mains noueuses reposaient sur ses genoux. Isadora tenait un thermos en acier cabossé et une serviette en tissu soigneusement pliée. « Je l'ai fait hier soir », dit-elle en dévissant le couvercle, libérant un parfum chaud de poulet, de gingembre et d'herbe. « C'est la recette de ma mère. Ça réchauffe le cœur. » Madame Rosario, 82 ans, esquissa un sourire, ses yeux voilés par la cataracte. « Si c'est aussi bon que ça sent, je vais en rêver ce soir. » Séverin s'attarda, caché par l'embrasure de la porte, captivé par la tendresse d'Isadora. Elle nourrissait Madame Rosario à la cuillère, essuyant une goutte sur son menton avec une délicatesse infinie, tout en racontant l'histoire d'un écureuil qui avait renversé une poubelle dans la salle de repos, provoquant un chaos comique parmi les infirmières. Puis les yeux de Madame Rosario s'embuèrent. « Trop chaud ?» demanda Isadora, sa voix douce, comme une plume. « Non » murmura la vieille femme,
C'est parfait. Ça me rappelle le bouillon de ma mère. À San Juan, il y a des décennies. Isadora lui tendit un mouchoir, sa voix enveloppante. Alors, nos mères partageaient le même secret pour réconforter l'âme. Séverin s'éclipsa, le cœur serré par cette scène. Une leçon d'humanité qu'il n'avait jamais apprise dans une salle de réunion. Ce soir-là, il croisa Isadora près de la chambre de Clémence, au bout du couloir C3. « Je vous ai vu avec Madame Rosario, » dit-il, sa voix empreinte d'une admiration qu'il peinait à dissimuler. Isadora haussa un sourcil, ajustant son badge. « Oh, le bouillon ?» Elle avait l'air d'avoir besoin d'un peu de chaleur. Ma mère dit toujours que la nourriture faite avec amour guérit mieux que n'importe quel médicament. Séverin la fixa, comme s'il découvrait une vérité qu'il avait toujours ignorée. « C'est un don que je n'ai jamais su offrir, » murmura-t-il. Isadora inclina la tête, un sourire doux éclairant son visage fatigué. « Il n'est jamais trop tard pour apprendre, » répondit-elle avant de s'éloigner, ses baskets couinant sur le linoléum, une silhouette lumineuse dans l'austérité du couloir. Ce moment marqua Séverin, une fissure dans le mur qu'il avait bâti autour de lui. Il changea. Les soirs où il restait jusqu'à minuit à analyser des bilans financiers devinrent rares. Il arrivait désormais à l'hôpital, à 10 sept, s'asseyant au chevet de Clémence, observant le va-et-vient des infirmières et le balai des moniteurs. Clémence, toujours dans le coma, reposait sous une couverture à motif d'étoiles, ses boucles brunes étalées sur l'oreiller. Un tube d'oxygène glissait sous son nez. Séverin passait des heures à lui parler, à lui raconter des bribes d'histoires qu'il inventait, espérant que sa voix atteigne son esprit endormi. Isadora, fidèle à elle-même, apportait une lumière unique à chaque visite. Elle entrait dans la chambre avec un rituel joyeux, frappant au cadre de la porte en lançant « Livraison spéciale pour la princesse Clémence ». Puis, j'entrai dans le royaume. Lorsqu'un jour Clémence ouvrit enfin les yeux, pâle mais alerte, son premier sourire fut pour Isadora, un éclat qui illumina la pièce. Isadora s'accroupissait toujours à sa hauteur, ses yeux pétillants. « Alors, ma petite étoile, veux-tu être une doctoresse héroïque ou une super-héroïne qui vole plus vite que le vent ?» Clémence, encore faible, gloussait, sa voix rauque mais joyeuse. « Les deux !» Isadora riait, feignant un air sérieux. « Seulement si tu me révèles ton pouvoir secret. » Elle changeait les bandages avec une précision douce, glissait des autocollants en forme de papillon sur le moniteur, ou dessinait des soleils sur des gants médicaux pour faire rire Clémence. Un jour, elle l'emmena dans le jardin de l'hôpital, poussant son fauteuil roulant sur un chemin de gravier bordé de rosiers et de lavandes. Le soleil de fin d'après-midi peignait des ombres dorées, et Clémence, emmitouflée dans une couverture, regardait les papillons danser, avec des yeux émerveillés. Isadora cueillit une padépoule jaune, la faisant tournoyer avant de la glisser dans la main de l'enfant. « C'est une fleur magique !» murmura-t-elle. « Elle donne du courage aux princesses pour guérir plus vite. » Clémence la serra contre son cœur, ses joues rosissant pour la première fois depuis des semaines. Séverin, qui les observait de loin, sentit une chaleur nouvelle l'envahir, un mélange de gratitude et d'émerveillement. Ce moment, si simple, valait plus que toutes les victoires professionnelles qu'il avait poursuivies. Cette nuit-là, seul dans la salle d'attente, une pensée audacieuse le frappa. Si Isadora était la mère de Clémence, il repoussa l'idée, la jugeant absurde, mais elle s'accrocha, douce et persistante. Les semaines passèrent, et Séverin transforma sa vie. Il appela son assistante un matin à 7h15. Bloquait mon agenda. Après 18. Définitivement. Elle bafouilla, surprise. Mais il insista, regardant Clémence, désormais éveillée, feuilleter un livre d'images. Il quittait le bureau à 17h30, ignorant les courriels urgents, et allait chercher Clémence à l'école. La première fois, elle cria de joie en le voyant, courant dans ses bras, son cartable rose rebondissant contre ses jambes. Ils inventaient des histoires en voiture, des contes de licornes et de châteaux volants. Il apprit qu'elle détestait les épinards mais adorait les pancakes aux myrtilles, que son doudou préféré s'appelait Monsieur Lapin, et qu'elle rêvait d'aller sur la lune. Chaque soir, il lisait une histoire, sa voix maladroite s'adoucissant avec le temps, guidée par les corrections rieuses de Clémence. Un soir, elle lui tendit un dessin. 3 silhouettes main dans la main, un homme en cravate, une fillette en robe violette et une femme blonde en blouse. « C'est nous, papa ?» demanda-t-elle. Séverin, la gorge nouée, murmura. «
C'est magnifique, ma chérie. Isadora devint une amie, partageant des cafés dans la cour de l'hôpital, où les pigeons picoraient des miettes près des bancs. Ils parlaient de tout. Des souvenirs d'enfance, des chagrins, des rêves qu'ils avaient laissés en suspens. Un jour, Séverin surprit une conversation dans la salle de repos. La mère d'Isadora devait subir une arthroplastie du genou, une opération coûteuse que leur assurance ne couvrait qu'à moitié. Cette nuit-là, il passa des appels et régla la facture, laissant un mot anonyme. De la part de quelqu'un qui a reçu une veste par une nuit froide. Isadora, en ouvrant l'enveloppe, comprit immédiatement. Elle pleura plus tard, seule, sur le banc de l'unité de soins intensifs, non pas pour l'argent, mais pour ce geste qui voyait sa lutte, qui l'honorait. Le printemps arriva, et Clémence, guérie, courait dans le parc, ses boucles dansant, au vent. Séverin quitta son poste de PDG, fondant un foyer d'amour, une association pour aider les parents célibataires à tisser des liens avec leurs enfants. Isadora et lui se rapprochèrent, leur vie s'entremêlant à travers des moments simples, des pique-niques, des rires, des leçons de vélo. Un jour, Clémence demanda « Isadora peut être ma nouvelle maman ?» Séverin et Isadora échangèrent un regard, riant, les yeux brillants. Dans la cour de l'hôpital, Séverin drapa sa veste sur les épaules d'Isadora. « Merci de m'avoir sauvé, » murmura-t-il. « Toi, tu es arrivé juste à temps, » répondit-elle. Clémence les entraîna par la main, et ils marchèrent, une famille née de la compassion et de l'espoir. Merci d'avoir partagé ce voyage poignant de rédemption et d'amour. Si cette histoire vous a touché, rappelez la force des petits gestes ou redonnez foi en la lumière après l'obscurité, vous êtes au bon endroit. Chez Histoire de Justice, nous partageons des récits authentiques qui célèbrent la résilience, la compassion et l'humanité. Aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne. Et activez la cloche pour ne jamais manquer une histoire qui pourrait changer votre vie. Merci d'être là. À bientôt pour une nouvelle histoire de justice.